pense que c'est la bonne approche parce que du coup, quand on le fait pour nous ou voilà, parce que ça nous fait plaisir, il suffit d'une personne que ça a remis, dans ton cas, ouais, à la natation, qui sont motivés. Je trouve que c'est un impact et c'est super cool. Le risque, c'est un peu comme dans toutes les habitudes, quoi. C'est de faire 2 jours et en mettre 10 pavés et puis le troisième jour, dire oh là, ça me saoule et je fais plus rien. Ce qui peut faire un footing quand tu reviens de maladie ou autre. Sensation horrible pour le suivi sur le long terme. Bah, c'est dur de jauger même les charges d'entraînement. On oublie vite la douleur d'une séance au bout de 2-3 jours. Et le corps, je pense qu'il oublie un peu moins vite. Tu connais cette sensation. Tu nages, tu fais ta séance trop bien, ça s'est bien passé. Tu sors, tu t'habilles, tu prends ta douche, tu t'habilles, tu vas retourner bosser et 2 heures après, tu ne te souviens plus vraiment comment s'est passée ta séance. Tu as vaguement une notion du temps que tu as mis, du kilométrage ou du métrage en fonction de ton niveau. Et par contre, est-ce que tu as glissé? Comment tu t'es senti? Tu n'en as plus aucune idée. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui et j'en parle pas tout seul, j'en parle avec Alexandre. Alexandre, il a co-créé Nolio avec François et c'est une plateforme que tu connais sûrement si tu fais de l'entraînement, si tu es coach, si tu es triathlète. C'est une plateforme qui fait en fait un carnet d'entraînement. Et on a parlé de carnet d'entraînement. Pourquoi c'est important d'avoir un carnet d'entraînement? Comment faire un carnet d'entraînement? Que ce soit sur Nolio, ou sur Excel, sur papier, il y a mes carnets SwimSmart que tu peux utiliser aussi. Et donc l'importance des carnets d'entraînement, pourquoi ça change la vie, pourquoi c'est primordial et pourquoi tu dois sans doute m'entendre régulièrement, voire même quotidiennement, dire prends ton carnet d'entraînement et marque. Et ben là on répond pourquoi c'est important, qu'est-ce que je marque, comment je marque et quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Et tu le vois si tu es sur YouTube, parce que je te le rappelle une nouvelle fois, je suis quasiment quotidiennement sur YouTube. Tu le vois, on est à Bordeaux, c'est un lieu de ouf, on est à Darwin. Je suis avec Harmonie de Carotte. Je pense que tu vas bientôt en entendre parler à nouveau et qui a la gentillesse de me prêter ses bureaux. Et c'est plutôt très stylé, c'est ouf. Voilà, je passe quelques jours à Bordeaux grâce à SwimSmart, grâce à toi. Si c'est pas encore fait, prends le temps de t'abonner au brief SwimSmart. Tu sais, la newsletter qui t'envoie du concret directement dans ta boîte mail une fois par semaine. Il y a le calendrier de l'Avent aussi. Mais là, tu te poses, tu écoutes, tu regardes et tu apprends pourquoi utiliser un carnet d'entraînement, pourquoi Nolio peut t'aider, même si t'es pas triathlète, même si t'es pas suivi par un coach, ça peut très bien t'aider. Je te souhaite une bonne écoute. Nous, on se retrouve très vite. Et regarde-moi cet endroit. C'est dingue. Bonjour Alexandre, bonjour. Comment vas-tu? Salut Théo, eh ben ça va et toi? Ça va impeccable. On parlait en off qu'il neigeait de ton côté. Ouais, c'est ça, bah, nous on est dans les Alpes autour de Grenoble, donc là il y a eu une belle petite première chute de l'année là. Trop bien. À Grenoble même ou à l'extérieur? Les deux, Grenoble, enfin c'est un petit peu neigé, mais un peu plus en altitude. François, mon associé, là, lui, il est dans le Vercors, et là, pour le coup, il commence à y avoir ouais, une belle petite chute. Fera peut-être un hiver assez sympa sur les skis. Bien. Voilà. Pour la petite anecdote, j'ai habité à Grenoble et après je suis parti dans les montagnes du côté de Montferrat, à côté de Voiron, Paladru et tout. Donc, Ok, bon, on habitait pas loin, moi j'habitais à Rives pendant un temps. D'accord. Voilà. Je t'ai fait venir aujourd'hui pour fêter un anniversaire, l'anniversaire d'une entreprise que tu as confondée, Nolio. Donc on va parler de ça, mais avant j'ai deux petites questions, deux petites sessions pour ouvrir chaque podcast. La première, c'est une question simple. Est-ce que tu connaissais SwimSmart avant que je te rentre en contact avec toi pour t'inviter sur ce podcast? Non, alors, si, enfin, je t'avais vu passer sur LinkedIn, mais j'avoue que je savais pas du tout ce que tu faisais, si c'était un podcast, du coaching, etc. Mais j'avais vu passer, ouais, voilà, c'est un peu. C'est vrai que moi, je suis pas grand fan de LinkedIn, mais bon, c'est vrai que c'est un outil quand même très puissant et pour être visible, quoi. Donc voilà. Mais après, je suis pas, comme on disait aussi par message, moi, je suis pas un grand nageur, donc je suis pas forcément dans ta cible non plus. Oui, oui, mais c'est vrai que LinkedIn, c'est assez impressionnant en termes de visibilité, de réseau, de pouvoir
et se montrer et découvrir des personnes. Donc j'utilise beaucoup LinkedIn justement pour ça, pour trouver mes futurs invités. Et donc quand j'ai vu que tu fêtais les 8 ans de Nolio, je t'ai invité. Et la deuxième petite session, c'est la session vinyle. Avant chaque interview, j'écoute un vinyle de ma collection personnelle, ça me met dans l'ambiance et il y a un lien entre le vinyle et l'invité et le sujet. Donc ton vinyle à toi, il est juste derrière moi. Ceux qui écoutent, vous ne pourrez pas le voir. C'est Louis Armstrong and the Good Book. Lien un peu évident. Des fois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais là, c'est un peu évident parce que c'est Louis Armstrong et le bon carnet et le bon livre. Et tu viens présenter Nolio, enfin fêter les 8 ans de Nolio, qui, je crois qu'on peut le définir comme carnet d'entraînement numérique. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu la première tagline qui était vraiment pas très sexy, mais de Nolio, c'était carnet d'entraînement interactif. Voilà, bon, ça, c'est vraiment les sportifs développeurs qui ont fait leur projet et qui n'ont pas trop réfléchi au marketing. Mais ouais, c'est ça, donc carnet d'entraînement interactif, carnet d'entraînement en ligne. L'idée de base, c'était de remplacer ou en tout cas d'améliorer le carnet Excel que nous on avait avec nos entraîneurs qui était bien sur un certain nombre de sujets mais qui n'était pas facilement accessible en mobile, pas connecté aux montres. Nous, quand on a commencé, c'était un petit peu le début de l'essor des montres connectées, mais c'est vrai que maintenant, moi je faisais de l'athlétisme. À l'époque, quasiment personne n'avait une montre connectée en 2016, 2017. Et j'ai vraiment vu la bascule où en 2018, 2019, 2020, d'un coup, tout le monde avait une Garmin. Et éventuellement d'autres marques, mais c'est vrai que Garmin était et est toujours gros leader, en tout cas sur la partie route athlétisme. Et ouais, donc c'était pas connecté, on devait recopier, on avait fait 10 fois 300, 51, 52, 53, etc. Et bah, du coup, on devait recopier dans le fichier Excel nos chronos. Alors qu'en fait, c'était dans la montre parce qu'on appuyait sur le bouton lap directement, quoi. Ouais. Donc c'est un petit peu parti de là. Et puis du coup, en école, moi, j'ai rencontré François, qui est un très bon pote et qui est devenu du coup mon associé, qui lui était dans le haut niveau en ski de fond. Et il me disait en ski de fond, bah, c'était pas, entre guillemets les mêmes galères. On a des fichiers Excel, on les renvoie par mail au coach, etc. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est dit. Et nous, on était enfin, on a fait des études d'informatique développeur, donc on s'est dit, bah, pourquoi pas développer nous, du coup, ce projet qui, nous, à la base, nous n'avait pas de modèle économique ou de vision d'entreprise ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour nous et nos entraîneurs, nous simplifier la vie et puis faire aussi un projet intéressant en termes de côté développement. Parce que c'est vrai qu'en école, enfin en IUT ou école d'ingénieur, etc., on fait des projets, mais qui sont souvent ce que nous on appelle un peu bullshit. Ou du coup, c'est on va refaire Marmiton, on va refaire tel ou tel truc. Sauf qu'entre guillemets, enfin, c'est un intérêt pédagogique, mais c'est un truc qu'on va jeter à la poubelle au bout de 4 jours. Voilà, donc nous on avait envie, un petit peu besoin de concret, de faire quelque chose un projet du coup qui soit plus, voilà, qui réponde à un besoin. Et puis après, de fil en aiguille, il y a plein de péripéties qui a fait que du coup on s'est dit pourquoi pas créer une entreprise, mais à la base c'était vraiment ouais, refaire ce carnet d'entraînement Excel digital entre guillemets. C'est trop bien parce que moi, je passe mon temps à dire à vos nageurs que j'accompagne que c'est important d'avoir un carnet d'entraînement pour noter. Et c'est pour ça que c'est tout à fait légitime de t'inviter à mon micro. Et que, en plus, SwimSmart, c'est comme vous, alors pas encore à la même échelle, j'espère fêter les 8 ans de SwimSmart dans 6 ans et demi, mais en mode, bah, je le fais pour moi, pour quelques copains, et puis on voit ce que ça donne. Et Ouais, bah, généralement, c'est des beaux projets. je pense que c'est la bonne approche parce que du coup quand on le fait pour nous ou voilà parce que ça nous fait plaisir ou pour répondre à un besoin, euh, alors économiquement c'est pas forcément la meilleure stratégie, Ouais. mais au moins on est sûr que voilà, là, entre guillemets, on se fait plaisir. Donc au pire, bah, du coup, on s'est fait plaisir et voilà, ça va pas forcément aboutir à quelque chose économiquement. Mais alors qu'à l'inverse, si on le fait uniquement pour le côté économique, bah, si économiquement ça marche pas, bah, là on est très déçu parce que voilà. Et puis nous, on a vraiment cette conviction que c'est très dur si demain on se dit, j'en sais rien, on identifie qu'il faut qu'on refasse un site, n'importe quoi, qui vend des cosmétiques. On se dit, ah ouais, il y a une opportunité de fou niveau business, etc. Je suis persuadé qu'on fera pas un bon travail parce qu'en fait, entre guillemets, on s'en fout des cosmétiques et s'il n'y a pas un peu de passion ou d'affect sur le sujet, je pense que c'est très compliqué
Enfin, nous, encore aujourd'hui, on est les premiers utilisateurs de Nolio. Encore il y a 2 jours, j'ai fait une séance de musculation, enfin de renforcement via l'appli. Dès qu'il y a un petit bug, ça me saoule, je le note. Et puis après, du coup, entre guillemets, je me sens obligé de le corriger parce que je l'ai vécu en tant qu'utilisateur que tel ou tel truc n'a pas fonctionné. Euh, alors que bah, si c'était pas le cas, forcément, t'es moins. Enfin voilà, il y a entre voir une interface ou tester le produit pour le tester et le tester pour de vrai dans le cas d'utilisation de faire sa séance ou quand on a vraiment un entraîneur, etc. C'est vraiment différent on le voit souvent, hein, les produits les mieux, c'est toujours été fait par des passionnés du domaine, en tout cas au moins à la base, quoi. Parce que c'est qu'en étant passionné qu'on peut avoir vraiment une vision, je pense, enfin, et un affect pour le produit, quoi. Oui, c'est la même différence que la personne qui a un boulot alimentaire et la personne qui a un boulot passion. Et ben, forcément, il va s'investir un peu plus et puis il va être lié à sa mission, à ses valeurs. On parle Ouais. souvent dans Swim Smart d'être aligné, de nager avec des valeurs. Bah, ça va aussi pour développer, pour créer une entreprise, pour tout ça, quoi. Ouais, ouais, complètement, complètement. Après, il faut toujours se méfier parce que du coup, si tu allies trop ta passion avec ton travail, bah, du coup, potentiellement, nous, on a eu des phases où, entre guillemets, on n'est pas en burn-out, mais on bossait beaucoup. Et du coup, on avait ce côté où, en fait, ta passion, c'est ton travail, mais en fait, tu es saoulé de ton travail. Donc, est-ce que tu es saoulé de ta passion? Enfin, il y a eu des. Voilà, ça peut amener dans des phases où, du coup, presque, tu dis, oh, ben, j'ai plus envie d'aller m'entraîner parce qu'en fait, m'entraîner, ça fait penser à Nolio et Nolio, c'est le travail. Et en fait, j'en ai marre. Donc, voilà, mais bon, ça a été très rare, hein. Euh, mais bon, il y a aussi ce côté des fois où on entend des personnes qui, à l'inverse, font un business pur économique et à côté se gardent des passions et qui n'ont aucun lien entre elles. Et ce que je peux entendre, par exemple, j'en sais rien, quelqu'un qui fait dans la musique, aller vivre de la musique ou en étant musicien, je pense que c'est très compliqué. Donc, effectivement, est-ce que c'est pour le coup, alors je connais pas assez bien le milieu, mais de prendre un job qui est intéressant ou non, mais en tout cas qui nous permet de vivre financièrement et pour pouvoir avoir sa passion à côté. Enfin voilà. Je pense que bon ça c'est chaque chose se défend quoi. Ça dépend un petit peu. Nous on a eu la chance de pouvoir allier les deux et ça se passe plutôt bien. Et justement, c'est intéressant. Comment tu as géré ce moment de trop plein de Nolio comment tu as fait entre le moment où, bah, tiens, aller m'entraîner, je prends plus de plaisir parce que ça me fait penser au boulot, et retrouver cette envie, ce plaisir? Ouais, bah nous on a la chance du coup d'être deux avec François, mon associé. Donc c'est très rare qu'on soit saoulés en même temps entre guillemets. Donc quand il y en a un qui peut être plus ou moins sous, enfin ça peut arriver, mais quand il y en a un qui est un peu dans le dur, souvent l'autre va le remotiver. Donc, ça a toujours, on a eu cette chance-là. Puis après je dis voilà que dans l'idée en fait pas forcément envie d'aller s'entraîner, mais c'est vrai qu'on a la chance avec le sport que ça libère quand même pas mal de choses en termes d'endorphines, etc. Donc en fait même quand on n'a pas envie, on y va et puis on va faire 2 heures de natation. Bon, 2 heures de natation, c'est un peu long, moi, je trouve, mais voilà, de vélo, de course à pied, etc. Et en fait, on revient et on est reboosté. Là où des fois, il suffit d'un message d'un coach qui nous dit ah trop bien ce que vous faites grâce à vous ça me simplifie vraiment la vie pour mes sportifs, etc. C'est des petits trucs mais des fois c'est le truc qui te remotive pour un mois ou plusieurs mois. Voilà, puis des fois aussi juste on a fait autre chose, hein. Il y a eu des périodes où pendant 3 jours on a dit voilà, on est saoulé, on coupe tout, on va faire totalement autre chose, on touche plus à l'ordi, plus au sport. Et puis après ça, quand c'est des vraies passions fondamentales entre guillemets, ça revient toujours au bout de quelques jours, semaines, mois. Nous c'était plutôt jours, semaines. Je pense qu'on n'a jamais eu de phase où on a été saoulé de plus de quelques semaines, quoi. Mais les gens se doutent pas du bienfait d'un petit message. Tu parlais des coachs qui t'envoyaient des messages sur les réseaux ou autres. Ils se doutent pas du bienfait d'un message, d'un like, d'un j'aime sur nous en tant que créateurs, en tant que personnes qui s'investissent. Ouais, bah surtout qu'il y a il y a toujours un décalage, c'est-à-dire que forcément, bah, nous, typiquement, dans une application, les gens vont plus tendance à nous envoyer des messages quand il y a un bug que quand tout va bien. C'est entre guillemets normal parce que quand il y a un bug, ils nous disent bah là, ça marche pas, ça me saoule, j'aimerais bien faire ci ou faire ça. Alors que quand tout va bien, bah, ça arrive, c'est exceptionnel les coachs qui font ça, mais c'est quand même rare quand on reçoit un message.
d'un coach, on se dit, ah mince, il a un souci, ah salut, ah trop bien la dernière mise à jour, c'est super, j'ai pu faire ci, ça, pas de bug. Voilà, c'est vrai que c'est incroyable. Euh, mais c'est vrai que forcément, les gens ont moins tendance à le faire parce que bah, ils n'ont pas de besoin de corriger de tel ou tel problème. Donc ça, c'est plus pour un côté application, mais je pense que c'est un peu pareil dans la création de contenu. Il y a plus de gens qui vont être là à critiquer que dire que, voilà, que te féliciter pour un contenu ou autre. Donc c'est vrai que moi j'essaye de le faire. Du coup, quand je vois des contenus qui me plaisent ou des applications qui marchent bien, bah, des petits messages vraiment non intéressés, juste voilà, j'ai testé l'appli, ça marche trop bien, ou j'ai vu ton podcast sur enfin, ton épisode de podcast sur telle chaîne, j'ai bien aimé, etc. Parce que je sais à quel point ça peut. Potentiellement, la personne, pour elle, tout va bien, et donc, entre guillemets, elle s'en fout. Mais si elle est un peu dans le dur ou autre, bah, ça peut vraiment faire plaisir Ouais, ça rebooste. et rebooster. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est moins naturel que peut-être surtout en France où on est peut-être un peu, des fois un peu trop, je sais pas, trop critique ou trop, pas assez optimiste. Donc voilà, j'essaye de le faire et c'est vrai que nous, ça fait vraiment plaisir quand on a des personnes qui nous font des messages comme ça. Ouais. Alors, je suis désolé, j'ai pas envoyé, j'ai utilisé Nolio pendant très longtemps et j'ai jamais envoyé de message comme quoi c'était bien. Donc, je suis Non, mais désolé. c'est naturel. Et moi, il y a plein d'applications que j'utilise où j'ai jamais envoyé de message à qui que ce soit. Hein. C'est normal, mais c'est vrai que des fois, enfin, c'est vrai que c'est vraiment trop bien quand on a des messages comme ça. Et encore mieux quand on voit des gens sur des salons ou autres pour de vrai, parce que du coup, les messages, ça reste bah, voilà, du virtuel. Quand on voit quelqu'un en vrai qui nous dit voilà trop bien, je me suis mis au coaching grâce à vous, je galérais avant, etc. ou ce genre de choses. T'as vraiment une personne devant toi qui te dit ça. Voilà, c'est vraiment. Et je pense que ça Ouais, doit ça être booste. pareil pour les créateurs de contenu quand ils ont des fans sur Twitch ou autre, c'est quelque chose. Mais quand ils arrivent quelque part et qu'il y a 20 personnes qui. Alors après, bon, il y a tous les problèmes liés à la célébrité qui sont encore d'autres soucis que nous on n'a pas à gérer. Mais et je pense que ça doit être ouais. C'est différent quand tu as vraiment. Tu passes du coup le truc virtuel que tu as créé, bah, en fait, en physique, tu le vois et tu dis, ah ouais, mais en fait, nous, on a 4000 entraîneurs qui utilisent Nolio. Des fois, c'est un peu virtuel. Quand on a 2 3 4 10 qui passent à un salon, tu dis, ah ouais, en fait, il y en a 4000 comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'est. Ah, bref. Ouais, non, mais je suis d'accord. J'ai connu les deux. Mon premier commentaire, si j'ai reçu pour la première fois la notification comme quoi il y avait un commentaire sur mon podcast et c'était son de merde. Donc, pas ouf, mais il avait mis 5 étoiles. Donc, je savais pas trop quoi penser. Et après, j'étais à un tournoi d'échecs et j'ai été reconnu. Quelqu'un qui est venu me voir en mode ah, t'es le gars qui fait des vidéos sur la natation. Et du coup, on en a parlé. Et évidemment, de passer du virtuel au réel, ça change tout. Toi aussi, Nolio aussi a un podcast. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Ouais, bah, nous, c'était vraiment l'idée, toujours pareil, dans le côté passion, où je pense que c'est il y a du coup 3 4 5 ans où j'étais allé faire une sortie de course à pied, et puis au plein milieu, je me dis, putain, mais j'écoute beaucoup de podcasts, et je trouvais que les podcasts de course à pied, notamment, étaient un petit peu trop, enfin, étaient plus orientés grand public. Ce qui est très bien, mais moins quand, entre guillemets, on connaît pas mal la course à pied, etc. Bon, nous, on voulait un peu du contenu plus poussé sur l'entraînement, presque à plus destination des coachs ou vraiment des personnes averties qui connaissent voilà, un petit peu la base. Et il n'y avait pas trop ça, en tout cas en français à l'époque. Et donc c'est parti de là. Et donc l'idée c'était d'interviewer à la base que des entraîneurs qui partagent du coup leur savoir, leur méthode, enfin voilà, comment leur philosophie de l'entraînement, etc. Et même si nous, à la base, c'est plutôt de l'endurance, l'idée, c'était que ça soit vraiment plus, voilà, peu importe la discipline, donc qu'il peut y avoir un entraîneur j'en sais rien, de voile, de squash, etc., ou d'aviron, parce qu'on pense vraiment qu'il y a les disciplines entre elles, elles ont plein de choses à s'apporter. Il y a forcément, ça se trouve, il y a des méthodes utilisées dans l'aviron qui en fait peuvent être pertinentes, bien sûr, à adapter, mais dans telle ou telle discipline. Voilà, donc c'est parti de là, et puis du coup, on est à la 4e saison, on met plus ou moins d'énergie dessus. Voilà, c'est pas,
quelque chose d'essentiel pour Nolio. À moyen terme, enfin voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement la qualité des podcasts s'est tellement améliorée qu'il faudrait qu'on investisse dans un studio, voilà, faire venir les gens en présentiel, etc. Mais c'est vrai que vu que nous, la cible, c'est plutôt niche, c'est les entraîneurs, vraiment du contenu plutôt pas pour les initiés. C'est dur aussi du coup enfin c'est même pas possible d'investir en fait ces montants-là, de monter la qualité. Enfin voilà, la qualité aujourd'hui enfin c'est vrai que j'écoute certains podcasts. Tu vois tout de suite quand les gens ils sont dans le studio, c'est forcément mieux, même sur la nature des échanges. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent parce qu'en fait ils sont dans la même pièce, il y a des énergies qui se créent, etc. Voilà, mais du coup ouais, on continue de le faire et je ne sais pas s'il y a la moindre rentabilité ou autre liée à notre podcast, mais on le fait vraiment pour continuer à créer du contenu. Et si un entraîneur de temps en temps tombe sur un épisode qui lui ouvre l'esprit ou qui lui donne une idée, bah c'est que du coup on l'a pas fait pour rien. Et voilà. Et après, est-ce qu'il y a des retombées pour Nolio, etc. Pour le côté du podcast, nous c'est vraiment secondaire et c'est plus voilà, du partage de contenu qu'on cherche à faire, quoi. C'est ça, enfin, c'est tout à fait l'esprit que j'ai aussi avec le podcast. Je compte évidemment pas le temps, je compte pas les sous quand même un petit peu, on est bien obligé. Mais il suffit d'une personne qui dit j'ai écouté ça et ça m'a fait tilt. Il y a pas longtemps, je cherche un message. Ça faisait 2 ans que j'étais pas allé nager, puis en écoutant ton épisode, j'ai eu envie d'aller nager. Et là, tu sais que c'est pour ça que tu le fais et c'est ça la plus-value et c'est ça qui est top, quoi. Ouais, exactement. C'est vrai que on parle toujours de nombre d'écoutes aujourd'hui, de toujours plus de visionnage, de vues, etc. Mais c'est vrai que, comme tu dis, moi, il suffit d'une personne, si tu fais un épisode même d'1 heure, il suffit d'une personne ou 2 personnes que ça a remis, dans ton cas, ouais, à la natation, ou qui sont motivés, etc. Bah, ça reste qu'une ou 2 personnes, mais je trouve que c'est un impact et c'est super cool, quoi. Donc, et après, bien sûr, s'il y a 40 personnes qui sont motivées grâce à ça, bah, c'est mieux. C'est 40 fois super cool. Mais de base, en fait, déjà, c'est vrai que c'est. Et les gens ne se rendent pas compte, je pense, à quel point. Je pense que ça a dû te faire super plaisir de recevoir un message comme ça. Parce que c'est vrai que, surtout lié au sport, parce qu'on sait que enfin, voilà, ça permet d'être en meilleure santé, etc. C'est sûr que si il y a un podcast sur, j'en sais rien, les cosmétiques et la personne qui dit j'ai essayé telle marque de crème grâce à toi, bon, peut-être ça lui fait plaisir, mais peut-être un peu moins, je sais pas. C'est moins d'utilité publique, même si c'est important, c'est sûr. On a digressé, mais comme d'habitude, et c'est ça que j'aime bien avec ces échanges-là. Une question que je pose à chaque invité, comment tu as découvert la natation? C'est quoi ton histoire avec la natation? Ouais, alors moi, j'ai pas une histoire très, je pense assez classique quoi, avec la natation. J'ai nagé, j'ai pris les cours quand j'étais petit, voilà, sans trop de plaisir ni voilà, entre guillemets classique quoi. J'ai appris à nager parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire. Et après, j'ai jamais vraiment nagé, si ce n'est avec les cours, etc. Jusqu'au 2019, on s'est inscrit avec François du coup à l'Embrunman, donc qui est un gros triathlon. Et donc on s'est dit 6 mois avant avant août, du coup bah mince, il y a quand même de la natation, même si c'est pas le plus long en termes de volume d'effort quoi. Et donc là, je me suis mis à pas mal nager, enfin pas mal, 1 ou 2 fois par semaine, mais pour moi c'était pas mal, avec le club et puis après un petit peu en lac. Donc voilà, j'ai un petit peu progressé, mais c'est vrai que je vais pas dire que c'est ingrat, mais je trouve c'est vrai que techniquement c'est vachement dur euh, de progresser. Il faut y aller, on perd vite la sensation de glisse, je trouve. Enfin voilà, si on n'y va pas au moins 2 fois par semaine. Donc voilà, j'y suis jamais allé plus qu'1 ou 2 fois par semaine. J'ai quand même un petit peu progressé. Et puis voilà, après, entre guillemets, avec la combinaison, quand même, ça triche pas mal pour les mauvais nageurs comme moi. Donc, voilà, le jour J, enfin, on n'a pas pu faire l'Embrunman parce que ça a été annulé à cause du Covid, mais on en a fait un autre, le Vercors-Man, là, vers chez nous. Voilà, et c'est vrai que là, maintenant, aujourd'hui, du coup, à l'époque, je l'ai vraiment fait parce qu'il y avait le triathlon et je prenais pas particulièrement du plaisir. Et là, je me suis blessé au genou, là, il y a un peu plus d'1 an, donc ça fait, je
peux plus trop courir, faire du vélo. Enfin là, voilà, je suis en train de remonter la pente entre guillemets, mais du coup j'ai pas mal nagé. Enfin, je peux nager. Et du coup là, je me suis mis à nager et j'ai plus pris Enfin, là, j'ai aucun objectif compétitif ou autre. Mais du coup, là, pas techniquement, je sais pas si j'ai progressé, mais en tout cas, j'ai repris le plaisir d'aller dans l'eau et, euh, et je fais pas mal aussi de natation ou de bain froid, enfin dans les lacs, etc. Donc, j'ai un peu pas mal nagé parce que j'avais pas le choix avec le triathlon et là, je reprends, enfin, je pense que je reprends par le bon chemin de prendre du plaisir. Euh, voilà, donc je dis que je suis mauvais nageur et j'aime pas ça, mais en fait, c'est de moins en moins vrai. Enfin, je suis toujours mauvais nageur, mais j'aime de plus en plus. Aller nager, même si je trouve que c'est quand même dur d'aller se motiver par rapport à juste aller courir ou voilà, faire quelque chose de plus simple, parce que du coup, il y a toute la logistique, entre guillemets, de aller à la piscine, aller dans les vestiaires, etc. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus et que j'aimerais. Enfin, des fois, je me dis presque que j'ai envie de faire je sais pas, une compétition, de traverser un lac en compétition ou autre. Donc, bon, je sais pas si c'est une bonne idée vu mon niveau, mais voilà. Donc, j'aime de plus en plus ça et peut-être que du coup, je reprendrai du triathlon à long terme où ça sera un peu plus équilibré parce qu'à la base, du coup, moi, je suis coureur. Donc, ce qui fait que dans un triathlon, je suis de mieux en mieux, c'est-à-dire que la natation, c'est catastrophique. Le vélo, c'est pas mal et la course à pied, c'est plutôt bien. Donc, ce qui est pas mal dans ce sens-là, c'est-à-dire que du coup, tu fais que doubler des gens. Mais voilà, mais ça peut être pas mal d'être équilibré aussi. Mais c'est intéressant parce qu'on revient sur ce qu'on a dit au début, c'est si les valeurs sont alignées à ce qu'on fait, on prend plus de plaisir. Et peut-être que la partie natation au moment du triathlon, c'était pas tout à fait aligné à ce moment-là, et que là, ça le devient. Et c'est intéressant. Est-ce que tu as des exercices qui t'ont fait prendre conscience que tu aimais bien nager? Hum, ouais, de toute façon, déjà, il y a toujours je sais pas pourquoi exactement, mais c'est vrai que post-natation, c'est quand même très rare de se sentir pas bien, quoi. On est quand même plutôt toujours content d'être allé nager, même si de base, on n'avait pas envie. Mais non, après, en termes d'exercice, j'avoue que j'avais fait pas mal tout ce qui est, enfin voilà, d'exercices techniques avec un coach là quand je faisais du triathlon que j'ai jamais vraiment apprécié. Je le faisais un petit peu, voilà. Et là, c'est vrai que depuis là, je renage un peu depuis un an. Je le fais plus au plaisir et du coup, je j'ai pas vraiment d'exercice. Enfin, je varie. Je fais des. En fait, là où j'ai pris pas mal de plaisir, c'est plus dans l'apnée. Du coup, j'essaye de faire pas mal de choses liées à ça. Donc, de faire des 25 mètres, enfin, en crawl, mais sans respirer. Et puis le faire genre 10 fois de suite. Euh, ou de faire en 6, enfin, voilà, 6 battements, 8 battements à chaque fois avant de respirer sur telle ou telle distance. Donc, c'est plus là-dessus où j'ai j'ai pris du plaisir. Euh, mais voilà, mais techniquement, c'est vrai que on se croit, des fois, je pense que je progresse, mais en fait, si j'ai pas le retour des fois, je me dis, faudrait que je me motive à prendre quelqu'un, voilà, un coach qui est là et qui peut me corriger, parce que c'est vrai que c'est, on a l'impression qu'on progresse des fois en natation, mais quand tu regardes les chronos, c'est pas vraiment le cas et c'est dur, je trouve, de jauger à quel point ta technique est bonne, quoi. C'est vrai que je trouve ça assez complexe. Mais c'est vrai que là, encore une fois, comme tu dis, là, je suis aligné avec le fait que je cherche pas à progresser sur le côté technique, mais je cherche plus à augmenter mon plaisir dans l'eau, à rester dans l'eau, à faire de l'apnée, etc. Potentiellement, le jour où je reprendrai un truc plus technique, vu qu'il y aura cette base-là, bah, voilà, ça me permettra de savoir aussi pourquoi je suis là et de progresser, je pense, plus vite. Encore une fois, je pense que comme tu dis, là, je suis aligné avec ce que je fais et je suis totalement conscient de pourquoi je le fais. Et ce qui fait que du coup, voilà, je suis assez. Je me dis pas, ah mince, je progresse pas techniquement, etc. En fait, c'est pas ma démarche sur le moment, quoi. Trop bien, mais plusieurs choses. Premièrement, je suis en plein défi 100 jours sans vidéo sur YouTube. Le jour où on enregistre, hier, c'est la vidéo «Pourquoi on prend du plaisir quand on va nager?» Et justement, parce qu'il y a pas mal de gens qui se disent «Bah, j'avais pas envie, mais on est bien après». Et donc, j'ai expliqué que moi, je pensais qu'il y a plusieurs leviers, notamment le fait qu'on soit dans l'eau, donc on n'a pas le poids de corps, qu'il y ait dans une bulle sensorielle, etc. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Il y a plein de leviers. Et évidemment, comment on peut actionner nous-mêmes les leviers pour être encore mieux et prendre plus de plaisir.
Et Ouais, ouais, pour... je trouve que ça, c'est vraiment, c'est clé parce que j'avais même un collègue qui détestait aller nager, mais il y allait 3 fois par semaine le midi, parce qu'il disait la sensation après et l'après-midi après où je travaille c'est tellement incroyable que je me force. Mais il disait, je déteste ça, mais j'adore la sensation d'après, donc il y allait juste pour ça, quoi. Et c'est vrai que enfin, ça montre à quel point ouais, ça peut être puissant, quoi. Totalement. Et la philosophie Swim Smart, c'est de dire que il faut placer le plaisir au centre de l'apprentissage. Quoi qu'il en soit, que la meilleure des séances, c'est pas celle où tu vas nager plus vite, le plus longtemps, mais celle qui va te donner envie de revenir. Et qu'il faut varier au maximum pour pouvoir créer ta natation au fur et à mesure. Et petite astuce, si tu veux voir si techniquement tu t'améliores, compte le nombre de coups de bras que tu fais en une longueur. Et si ça baisse, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Voilà. Mais évidemment, aller voir un coach, un accompagnement, excusez-moi, c'est primordial. On en arrive tout doucement au sujet de cet épisode, du carnet d'entraînement. Je passe mon temps à dire à un manager que c'est important de tout noter. Quel est ton avis, toi, sur, outre le fait que ça soit pratique dans la relation entraîneur-entraîné, pourquoi, toi, tu penses que c'est important de noter? Ouais, bah déjà, noter, entre guillemets, c'est la conséquence de s'être posé un peu la question comment j'ai vécu la séance aujourd'hui, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu la base. Après, hein, ouais, peu importe que ça soit sur du papier, sur l'Apple Note ou sur Nolio ou sur un fichier Excel, c'est vrai que c'est toujours intéressant de se poser la question, bah, voilà, comment je me suis senti aujourd'hui? Est-ce que c'était dur, pas dur? Est-ce que j'ai pris du plaisir? Voilà, ça peut être aussi un petit peu quelque chose de, pas de méditatif, mais voilà, de vraiment d'écrire un petit peu comment on s'est senti et c'est potentiellement se dire, ok, bah aujourd'hui j'étais pas bien, mais en fait c'est parce que ce matin j'étais stressé ou autre et puis noter aussi, c'est se dire, ok, juste avant la séance j'étais totalement énervé, je me disais comment je vais faire ma semaine et en fait juste après tout va bien parce que du coup, bah, il y a un côté chimique où du coup, en fait, je rencontre mes problèmes, ils sont pas si graves. Donc, il y a un peu ce côté-là, et c'est vrai que c'est d'autant plus important aujourd'hui, je pense, parce que avec toutes les données qu'on a sur les montres, etc., les gens, je sais pas si se posent de moins en moins la question, mais des fois sont un petit peu. La montre, elle m'a mis swim score 3 sur 10, putain, j'ai fait une séance de merde. Mais ils se posent pas la question de est-ce que j'ai fait une séance de merde, quoi. Ils se sont dit, ah bah la montre elle a décidé, c'est sûr, c'est une séance de merde. Donc ça a toujours été important, mais je pense que ça l'est d'autant plus où bon, on en discutait un petit peu au téléphone. Nous, on a vraiment des fois des sportifs qui nous envoient des messages. Ma montre, elle m'a dit 4 sur 10, t'es pas en forme ce matin. Moi, je me sens en forme. Qu'en pensez-vous? Bah, on leur dit, bah, je pense que n'empêche que si toi tu te sens bien, la montre, soit elle peut avoir des bugs ou peut-être que elle se base sur des critères qu'on ne connaît pas et peut-être qu'il y a un vrai truc. Mais si tu te sens bien, cherche pas plus loin. En fait, tu te sens bien, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui oublient un petit peu ça. Et souvent, bah, je pense que c'est aussi les coachs le font très bien. Et c'est aussi ça, quoi. Un coach humain, ça sert à ça, comparé aux IA ou autres, bah, c'est de réussir à dire, ok, ta montre, elle t'a dit ça, ou les données, elles donnent ça, mais on va s'appeler, ou je vais te poser deux, trois questions où il faut réfléchir un petit peu, et on verra à partir de là, quoi. Donc ouais, ça a toujours été, et puis je pense que ça soit dans le sport ou dans tout, hein, d'avoir un carnet où on note un petit peu, un carnet de bord, voilà, je pense que même ça permet aussi de se poser plein de questions qu'on se poserait pas si on l'écrivait pas. Et puis généralement, on écrit 2 lignes, bah, en fait, il y a deux autres questions qui se posent qui ne se seraient pas posées si on l'avait pas écrit. Voilà. Au-delà de, comme tu dis, bien sûr que c'est d'autant plus puissant quand je sors des carnets d'entraînement de moi de mon époque, enfin de 2016, 2017, où je notais tout sur mon carnet. Au-delà du côté nostalgie, je me dis, ah ouais, j'avais telle sensation à l'époque, etc. Ça, c'est sur le côté, au-delà des chronos, où ça me permet de jauger mon évolution de performance. Ça permet aussi de voir un petit peu l'évolution de l'état d'esprit. Et c'est vrai que c'est hyper puissant. Et voilà. Et puis c'est vrai que pour finir là-dessus, pareil, il y a un petit peu le côté, pas anti-réseaux sociaux, mais il y a le carnet d'entraînement, pour moi, c'est privé ou partagé avec le coach.
mais c'est pas le commentaire qu'on met sur Strava. En fait, il y a plein de gens qui disent oui, je tiens mon carnet d'entraînement sur Strava, mais en fait non, sur Strava, tu vas, je vais pas Tu dire, montres aux autres, ouais. tu vas montrer aux autres. Donc forcément, même si tu te rends pas compte, tu vas faire le malin, tu vas mettre que tu es plus beau que ce que tu n'es. Sauf peut-être certaines exceptions de personnes qui arrivent à être très brutes et à mettre exactement ce qu'ils mettraient sur leur carnet d'entraînement privé, mais dans les grandes lignes, ça va plutôt être aujourd'hui j'étais fort, machin. Dans ton carnet d'entraînement, est-ce que tu te serais est-ce que tu aurais autant mis que tu étais fort? Probablement pas. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi où, à l'ère des réseaux sociaux, d'avoir un carnet d'entraînement privé, peu importe le format, je pense que c'est un bel outil en tout cas pour progresser. C'est sûr, hein, c'est comme si on a notre carnet, notre journal intime, on sait que d'autres gens vont le regarder. Est-ce qu'on va vraiment mettre les mêmes choses dedans? Mm, mm. Assurément que non. Et donc là, on est pareil entre Nolio et Strava, c'est vraiment pas du tout le même objectif. Et je dis ça, enfin moi j'adore Strava, hein, je partage, mais c'est pour partager des séances avec mes copains, etc. Et c'est pas un carnet d'entraînement quoi. C'est cool, je partage des photos, ça me permet de partager des beaux tours voilà, sur la carte enfin, géographique, etc. que j'ai fait. Mais c'est vrai que l'utiliser en carnet d'entraînement, ouais, enfin, c'est différent, quoi. Et moi, je trouve que le plus gros avantage du carnet d'entraînement, c'est que ça nous permet de quantifier et de pouvoir du coup voir les progrès. Et justement de se détacher je regarde que le chrono. C'est d'avoir toutes ces sensations, tous ces ressentis. Moi, je dis par exemple à mes nageurs, sur mes carnets d'entraînement, de dire comment ils ont dormi la veille, comment ils sont stressés, etc. Parce que ça a un impact. Et ça permet de relativiser toutes les données, entre guillemets, brutes. Nolio permet de faire tout ça de mémoire. Ouais, bah après, c'est vrai que nous aujourd'hui, on essaie d'intégrer un petit peu tout. Donc, d'un côté, tu as les données effectivement des séances, tu as les données aussi des montres, Garmin qui va te calculer ton body battery ou ton sleep score du matin. Ou voilà, moi, j'ai un Whoop, donc le Whoop il va me calculer pareil le score de la nuit, mon score de recovery, etc. Euh, mais à chaque fois, c'est vrai que du coup, on permet au coach de rajouter tout ce qui est subjectif. Donc, ce qu'on a dans l'entraînement, les trucs classiques qui est un peu partout, c'est sensation et la perception de l'effort. Mais nous, on permet de rajouter d'autres choses. Qu'on a des coachs qui rajoutent, j'en sais rien, un score de plaisir, la motivation, ou des petits questionnaires. Un questionnaire qui s'appelle Hooper, qu'on n'a pas du tout inventé, hein, mais qui est quelques questions à se poser le matin. Est-ce que j'ai des courbatures de la veille? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je suis stressé? Et pareil, ça fait un score, mais qui est basé uniquement sur du subjectif, quoi. Donc nous, on essaye d'intégrer les deux. Et après c'est le coach qui va un petit peu faire le tri, entre guillemets, et qui va dire, OK, bah, au vu de tout ça, on va mettre une séance plus dure, une séance moins dure. Nous, on essaye de vraiment de donner tous les outils au coach, mais on n'est pas comme certaines plateformes. Nous, on recalcule pas de score en plus par-dessus. C'est vraiment, on agrège tout ça. Et après, ça arrivera peut-être hein, de faire des recommandations, etc. Mais on essayera toujours d'être. Voilà, que ce soit des recommandations et pas. Des fois, c'est vrai que les applis, enfin, je pense que c'est un peu dangereux où des fois ça dit, ouais, ton niveau de récup, c'est tant. Mais il n'y a pas de. Attention, ça peut. Enfin, voilà, bah, évidemment que la montre, elle peut bugger, le capteur, il peut ne plus ou moins bien fonctionner. Et bien sûr, avec le temps qui passe, les qualités des capteurs sont de mieux en mieux, mais c'est. Enfin, quelqu'un qui arrive un petit peu trop cartésien, entre guillemets, il peut se faire un petit peu happer là-dedans et je trouve ça un peu, ouais, pas dangereux, mais on perd un petit peu le côté avec enfin, pour revenir sur tout ce qui est donné, il y a des athlètes à très haut niveau, ils s'entraînent avec une montre Decathlon à 4 euros et en se posant juste la question, est-ce qu'ils se sont sentis bien leurs coachs leur mettent, là tu vas me faire 20 minutes dans une côte à 6 sur 10 de difficulté. Si l'athlète il se connaît bien, il y a des athlètes qui peuvent être à très haut niveau, par exemple en trail, avec uniquement ça, quoi. Bon, c'est que dans le vélo, c'est un peu plus complexe avec tout ce qui est lié au capteur de puissance, où là, il y a vraiment des côtés physiologiques purs, un petit peu très précis, mais c'est vrai que
Moi, j'aime bien des fois ce côté où d'avoir un athlète arrivé et qui est dans les meilleurs mondiaux et il n'a pas un objet connecté et il a qu'un carnet papier. Enfin, c'est un peu contre. Moi, on fait une appli, donc je sais pas si je devrais dire ça, mais c'est vrai que j'aime bien ce côté. Ouais, en fait, t'as pas besoin de tout ça, quoi. Tu viens avec ton short de chantier et tes chaussures pourries, et en fait, tu peux quand même performer. T'as pas besoin de la technologie. En tout cas, sur la course à pied, il y a un peu cet esprit. Je pense que la natation, c'est un peu pareil. Ouais. Objectivement, t'as pas besoin de la technologie, quoi. Bien sûr, elle peut t'aider à plein de niveaux, mais il faut pas oublier que nous, quand on regarde les chronos, par exemple, sur piste, alors il y a eu l'évolution des chaussures carbone, etc. Mais sans ça, les chronos voilà, des athlètes dans les années 70 par rapport à aujourd'hui, si on enlevait le côté technologie là, des chaussures qui est très spécifique, en fait, sont pas si différents que ça. Donc et les athlètes, ils n'avaient pas de monde Garmin, ils n'avaient pas le body battery de je sais pas quoi. Donc voilà, c'est un super outil la technologie et c'est pour ça aussi enfin, qu'on fait Nolio. Mais il faut pas oublier que c'est voilà, c'est quelque chose pour nous aider qui vient par-dessus le reste, mais c'est pas la première brique et enfin, c'est pas indispensable en soi quoi. Oui, non, je suis d'accord. C'est un peu comme la mode des bottes pour faire de la cryo. Et la base, ça reste de bien manger, bien boire, bien dormir. Et c'est un plus, il faut pas que la technologie devienne la base et que le reste n'aille pas. Ouais, bah, si tu l'as peut-être vu, c'est Kylian Jornet qui partageait un graphique là qui est pas mal où du coup t'as un tableau et t'as un petit peu les choses qui marchent bien Ouais. pour la récup, ce qui est plutôt utile, non utile. Et en fait, ça paraît évident, mais les fondations, c'est le sommeil et la nutrition, quoi. Et après, éventuellement, tu as des choses liées à la technologie. Mais en fait, c'est 95%, c'est le sommeil et la nutrition. Et après, oui, tu peux aller pinailler sur les 5% restants avec des trucs de cryo, tel ou tel complément, pistolet de massage, je sais pas quoi. Mais en fait, si t'as pas les 95% du sommeil et la nutrition, pourquoi tu vas pinailler? Enfin, ça, nous, on le voit tout le temps. Enfin, je pense que c'est partout, pareil dans tous les sports. Mais les gens qui vont acheter ouais, le dernier truc de récup, en fait, ils dorment 5 heures par nuit, ils sont stressés et ils mangent pas très bien. En fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais bon, c'est c'est- c'est sûr que c'est plus facile de mettre les bottes de récup devant Netflix que de faire bien manger ou de bien dormir. C'est ça. Euh, Quelle est la cible de Nolio? Parce que moi j'ai pas mal d'entraîneurs qui écoutent, j'ai pas mal de maîtres nageurs et j'ai aussi pas mal d'adultes tout seuls de leur côté. Est-ce que Nolio est adapté à eux? Nous, notre cible vraiment aujourd'hui, c'est vraiment enfin, c'est l'entraîneur et la relation entraîneur-sportif. Donc c'est vrai que c'est là où on a le plus de valeur ajoutée. Après, un sportif tout seul peut utiliser Nolio en tant que carnet d'entraînement pour prendre ses notes, etc. Mais on ne sera pas très différent d'autres applications. Enfin voilà, on va pas avoir une valeur ajoutée exceptionnelle. On a plein de sportifs qui le font parce qu'ils aiment bien comment on met les stats. Ils aiment bien, voilà. C'est très esthétique, hein, le Voilà. site de Nolio Mais, est vraiment. mais ça, c'est potentiellement, il y a des gens, ils le font sur Garmin Connect et ça marche aussi bien. Par contre, là où on a vraiment de la valeur ajoutée, c'est si l'athlète, effectivement, il a un entraîneur. Là, du coup, sur le côté relation avec l'entraîneur peut voir les données, peut mettre un message, peut réajuster le plan d'entraînement. Euh, voilà, donc nous, notre cible, c'est vraiment l'entraîneur et puis le sportif qui est entraîné. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on propose un compte sportif gratuit où plein de sportifs sans entraîneur peuvent utiliser Nolio. On essaie, enfin voilà, il y a plein de fonctions pour eux aussi, mais ça reste pas notre cible principale. D'accord. Quelqu'un qui veut se lancer dans son carnet d'entraînement, tu lui conseilles de commencer. Alors, on se doute qu'il ne faut pas tout noter, surtout quand on débute. Les 3-4 choses importantes qui, selon toi, doivent commencer un carnet d'entraînement. Le risque, c'est un peu comme dans toutes les habitudes, quoi. C'est de faire 2 jours et en mettre 10 pavés, et puis le troisième jour, dire oh là, ça me saoule et je fais plus rien. Donc du coup, ça n'a pas trop d'intérêt. Ouais, chose qui est déjà pas mal à se poser comme question, même sans parler de commentaires, ouais, c'est sensations, perception de l'effort. Déjà, si l'athlète il fait ça, j'en sais rien, pendant un mois, ça reste quand même assez intéressant de se dire, ok, sensation, c'est un peu plus lié à l'humeur, parce qu'en fait, on peut faire, nous on aime bien se prendre cet exemple-là souvent, mais tu peux faire un 10 bornes où tu as fait ton record. En fait, sensation,
super, parce qu'en fait, tu avais vraiment des bonnes jambes, tu as réussi à te défoncer. Perception de l'effort 10 sur 10, parce qu'un 10 bornes, quand on l'optimise, c'est horrible. Et à l'inverse, tu peux faire un footing quand tu reviens de maladie ou autre. Sensation horrible, perception de l'effort, optimement, bah, c'est 2 sur 10 ou 3 sur 10, ça reste un footing. C'est un petit peu... Des fois, il faut bien expliciter cette échelle-là, même les coachs, enfin, c'est important de bien l'expliciter parce que il y a des sportifs, si on leur dit rien, en fait, ils vont toujours mettre, par exemple, sur l'échelle de RPE, entre 4 et 6. Séance horrible, ils vont mettre 6. Séance footing cool, ils vont mettre 5. Donc c'est vrai que quand tu as des sportifs qui font ça, tu dis bah forcément enfin, l'athlète c'est peut-être pas forcément posé la bonne question. Et puis après pour le suivi sur le long terme, bah c'est dur de jauger même les charges d'entraînement, etc. Parce que du coup, objectivement, une séance dure va impacter beaucoup plus le corps qu'un footing voilà, facile. Donc le premier truc à commencer, je pense, c'est déjà de se poser la question de ne pas juste dire ma montre elle m'a mis 42 heures de récup, cool, mais de se dire ok comment je me suis senti et après ouais sensation, perception de l'effort et puis après un petit commentaire. Mais c'est vrai que le commentaire peut-être dans un second temps parce que c'est vrai que le commentaire des fois on se demande un peu ce qu'on va mettre surtout si on n'a pas d'entraîneur derrière qui va regarder. Euh, je pense que déjà ouais se poser la question, se dire ok tout ça, et puis est-ce que j'ai pris du plaisir, et, les sensations avant-après aussi, souvent, c'est pas mal, se dire, bah avant, dans plein de cas, j'en sais rien, j'avais pas envie, et en fait, après, c'était super. Euh, ouais, je pense que c'est un petit peu c'est un petit peu basique, entre guillemets, mais en fait, dès que toutes les personnes qui sont passées dans un club ou qui ont un entraîneur, pour elles, c'est basique. Mais c'est vrai que les personnes qui se mettent un petit peu au sport sur le tard, qui sont jamais passées par des clubs ou autres, c'est vrai que nous, on le voit, ils se font un petit peu happés par la technologie, entre guillemets. Et c'est bien dans un sens où ça les motive, et peut-être que sans la montre connectée, ils n'iraient pas courir. Donc pour ça, c'est super. Mais ouais, ils oublient peut-être un peu de se poser des questions sur bah ouais, tout ce qui est subjectif, quoi. C'est ça. Je pense que il faut commencer par les quelques données qui feront que quand on va relire la séance 2, 3 mois après, on s'en souviendra un petit peu. Et au moins qui nous permettra de traiter les données. Parce que savoir qu'on nage à 2 minutes au 100 mètres ou à 3 minutes, si on a fait de la technique, si on a fait du sprint, bah, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est vrai, en course à pied, tu as des séances où l'allure moyenne va être nulle parce que, bah oui, tu as fait des éducatifs, tu as fait un échauffement où tu as discuté, etc. Et c'est pas. Il y a des séances où, oui, l'allure spé ou l'allure au 100 mètres en natation est importante, mais c'est vrai que s'il n'y a pas le contexte, nous, c'est souvent aussi enfin, les entraîneurs nous le demandent et c'est pour ça qu'il y a tout ça sur Nolio. Un coach qui est sur Nolio, il voit la séance du sportif passer, j'en sais rien, 1:30 au 100 mètres en natation, machin. Mais si il n'y a pas comment s'est senti l'athlète, c'est dur de jauger. Est-ce qu'il était à fond? Est-ce qu'en fait il est vraiment fort et il était cool, c'est juste qu'aujourd'hui il avait une glisse extraordinaire? Le coach peut pas deviner. Il a les données de la montre, c'est une chose, mais il peut pas deviner comment ça se trouve. Le sportif dit bah en fait j'aurais pu aller 2 fois plus vite. Enfin bon, 2 fois plus vite, c'est à 1:30, c'est pas trop possible. Mais voilà, j'aurais pu aller plus vite ou j'étais vraiment facile. Et ça c'est ouais, c'est des choses que la montre elle peut pas savoir. Elle aura beau évoluer technologiquement, elle pourra jamais savoir. Ouais, il faut pas oublier que les données sont des indicateurs et qu'il faut les analyser, ces indicateurs. Et ça, il n'y a que l'humain et les sensations qui vont pouvoir les analyser, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis des fois aussi, on a des coachs qui disent à leurs athlètes à telle séance, en fait tu prends pas ta montre et tu fais que aux sensations. Voilà, c'est des choses aussi qui peuvent être intéressantes de se forcer, parce que pareil, en course à pied, on a la montre, donc potentiellement elle bip tout le temps, dès que tu es en dehors de la zone, dès que tu es trop lent, dès que tu es trop rapide, tu as l'allure au kilomètre, etc. Et même si on se dit, ok, aujourd'hui je m'entraîne aux sensations, en fait, si tu as la montre qui bip toutes les 3 minutes, tu peux pas te concentrer autant, entre guillemets. Euh, donc on a ouais, des coachs, soit ils leur disent de s'entraîner sans la montre, soit ils leur disent tu mets la montre, mais tu sais, tu la retournes, tu enlèves toutes les vibrations, et comme ça, post-séance, on pourra regarder comment t'étais, mais pendant, je veux pas du tout que tu regardes quoi que ce soit, quoi.
Je suppose qu'en natation, il doit y avoir des... Oui, oui, le nombre de fois où je dis soit tu la laisses dans la poche, soit tu la déclenches mais tu touches pas pendant la séance. Déjà parce que moi j'estime que quand tu arrives au mur, tu as plus important que d'appuyer sur un bouton. Il faut que tu boives un petit peu, que tu souffles, que tu vois ce que tu vas faire. Euh, donc tu as plus important. Là, on a vu les bons points d'un carnet d'entraînement, de comment le mettre en place. Euh, Selon toi, quelles sont les erreurs courantes que les personnes qui n'ont pas de carnet font? Bah ouais, après, en soi, on peut très bien, enfin voilà, c'est tout à fait possible de pas en avoir, hein. Il y a des gens juste avec du bon sens, sans carnet, bah, ils arrivent à très bien s'entraîner, mais ça peut être dur de jauger, par exemple, si on n'a pas d'entraîneur, Moi, typiquement, quand je m'entraînais beaucoup, bah, en fait, si j'avais pas le carnet pour me dire, ah oui, la séance de mardi, j'ai mis 9 sur 10 à la fin, et la séance de mercredi, j'ai mis 9 sur 10 à la fin, peut-être que je vais pas me refaire une séance 9 sur 10 aujourd'hui. Alors qu'en fait, si j'avais pas eu ça, ah, je me sens bien aujourd'hui, bah tiens, je vais me refaire une séance à 9 sur 10 parce que j'ai envie. Et des fois, on peut aller un peu dans le surentraînement à ça, parce que du coup, bon, c'est aussi potentiellement les réseaux sociaux, mais ça, c'est encore autre chose. Mais on oublie vite la douleur d'une séance au bout de 2 3 jours. Et le corps, je pense qu'il oublie un peu moins vite. Et donc, on peut parfois, ouais, ça peut être ce genre de choses. Et également aussi de faire quelque chose de totalement non structuré, qui parfois peut être sympa. Mais voilà, si une semaine j'ai fait 2 entraînements et puis de 1 heure et la semaine d'après j'en fais 14 de 1 heure. Non, c'est vrai que ça. Alors en natation peut-être un peu moins, mais en course à pied, le risque de blessure, si tu fais ça, il est quand même assez C'est important. important. Et c'est un peu évident, mais c'est vrai que de le matérialiser par un carnet, que ce soit ouais, digital ou même un carnet papier, hein, se dire ah oui merde, je suis quand même passé de 2 à 14, ça peut être un problème. Et alors qu'en fait, si on n'a rien où on note quoi que ce soit, on se pose pas la question et voilà. Après, toujours pareil, ça dépend aussi quelqu'un qui s'entraîne, j'en sais rien, 2 fois par semaine. Est-ce que vraiment je lui dis c'est indispensable de tenir un carnet d'entraînement? Bon, c'est vrai que j'aurais envie de dire oui parce que c'est cool, tu vas te poser des questions, etc. Mais si tu t'entraînes 2 fois, tu t'entraînes, voilà, c'est moins important parce que tu as moins de risques de blessure. C'est des choses un peu plus. Par contre, si tu fais de la compétition, tu veux progresser, etc. euh, Forcément, ça va être plus important. Après, moi, je trouve qu'il y a toujours un côté pédagogique où ouais, c'est vraiment un truc de réflexion sur soi-même et c'est toujours cool de le faire. Mais c'est d'autant plus important que tu t'entraînes plus. Et aussi pour course à pied, vélo, je veux pas dire que c'est pas technique, mais c'est moins technique que la natation. Et je pense que pour le coup, moi je l'ai jamais trop fait, mais si un jour j'aimerais progresser en natation, je pense qu'il faudrait le faire, de vraiment noter ces sensations de glisse et un petit peu réussir à les mettre sur papier. Parce que dès que c'est technique, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses de visualisation voilà, ça se trouve une phrase que tu as écrit quand tu avais les bonnes sensations il y a 3 semaines, tu la relis avant ta séance et tu dis ah oui c'était tel truc, ça te fait ton déclic technique. Voilà, c'est vrai que pour le coup il y a moins le cas, hein. Quoi qu'en course à pied, il peut y avoir quand même pas mal de choses techniques, mais ouais. Après, je pense qu'il faut aussi avoir l'envie de le faire. Si faire un carnet d'entraînement parce qu'on nous a dit que c'était indispensable, ouais, si on n'est pas convaincu, je pense que ça sert à rien de le faire aussi, quoi. Oui, comme tout, hein. Euh, le podcast s'appelle Soumis Smart parce qu'il y a le côté smart de réflexion, donc je peux que être d'accord avec toi sur le fait que c'est important de se poser les questions et je peux que être d'accord sur le fait qu'on a des problèmes de mémoire et que noter, ça permet aussi de s'en souvenir. J'en veux pour preuve, quand on s'est appelé, je crois que c'est vendredi dernier pour préparer ce podcast, c'était la course et j'ai pas pris le temps de noter à quelle heure et quel jour on s'était donné rendez-vous et j'étais obligé de t'envoyer un petit message pour être sûr. On avait bien dit vendredi, hein, c'était bien ça. Donc Ouais, bah là, noter, c'est tu important. peux faire ça, mais c'est vrai que tu peux pas trop envoyer un message à toi-même de ah oui, c'était quoi les sensations de ce jour-là? Tu peux me les rappeler, s'il te plaît, parce que du coup, là, l'information, elle est un peu plus perdue, ouais. Donc voilà, donc si j'avais pris les 15-30 secondes pour me noter, tiens,
voilà ce que j'ai fait lors de cet appel et voilà ce que ça donne. Ça permet aussi de s'en souvenir et de pouvoir construire dessus. C'est typiquement le but d'un carnet d'entraînement. Et maintenant, quelles sont les erreurs selon toi les plus courantes de ceux qui ont des carnets d'entraînement, mais qui les utilisent mal, parce que ça arrive aussi beaucoup. Bah, déjà, ouais, on en a parlé, mais la première erreur, c'est de le faire sur Strava, je pense, parce que du coup, tu vas mettre que des commentaires qui vont être un peu biaisés dans l'espoir que les gens se disent ah ouais, il était Trop fort. bien. Le fameux endurance fondamentale à 3 minutes au kilomètre. Voilà, Ouais. exactement. Ou même Kipchoge, il est en endurance fondamentale à cette allure-là. Bon, ça, c'est une chose. Et après, non, après, je pense si on se pose la question, on prend le temps de le faire, c'est dur de faire des. Enfin, il y a deux choses. Il y a comment tu le fais et après comment tu t'en sers. Comment tu le fais, la seule erreur entre guillemets de le faire, ça serait de le faire trop vite ou de le faire pour faire plaisir au coach. Tu sais qu'il y a des athlètes, voilà. Nous sur nos lieux, c'est possible de rendre obligatoire, par exemple, de noter la sensation, la perception de l'effort. Je pense que il y a des athlètes, ça les saoule. Ils se disent putain, c'est obligatoire, ils font clic clic. Et en fait, ils mettent quasiment tout le temps la même chose parce que du coup, ça les saoule et ils ne se sont pas vraiment posé la question. Après, si on se pose vraiment la question, l'erreur, bah, ça peut être qu'on disait aussi à un moment, c'était l'histoire d'échelle. J'ai pas bien compris ce que ça veut dire, c'est quoi ma sensation post-séance ou qu'est-ce que ça veut dire ma perception de l'effort. Souvent, les coachs, nous, ils essayent d'expliciter ça. Par exemple, 10, bah, t'allais vomir à la fin ou c'était vraiment horrible. Ou j'en sais rien, 4, tu peux discuter avec quelqu'un, mais tu pourrais peut-être pas discuter en continu pendant 1 heure non plus. Enfin voilà, des choses qui sont très terre à terre. Euh, Typiquement, moi, genre en natation, j'ai vraiment du mal à mettre une perception de l'effort parce que du coup, vu que je suis pas très technique, quand je vais vite, je me fatigue très vite. Mais en même temps, du coup, c'est pas très dur pour au niveau cardio, je me sens que j'ai de la marge, etc. Donc, typiquement, moi, étant non nageur, ma perception de l'effort, je pense, post-natation est très. Je mets toujours un peu la même chose et elle est pas très bonne. Enfin, c'est dur pour moi et je pense que ça peut être un peu la même chose pour un débutant, du coup, en course à pied, où du coup, il a un peu du mal à jauger qu'est-ce qu'il a fait le jour. Donc, c'est un peu plus ça le souci. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Souvent, c'est l'entraîneur. Donc, l'entraîneur, bah, s'il est compétent, il va s'en servir d'une bonne manière. Mais sinon, après, l'erreur, ça peut être de vouloir trop en faire ou du coup d'interpréter de vouloir interpréter l'entraînement enfin, un petit peu comme on veut et de se dire ah oui là sur là j'ai fait ça j'étais fort donc je vais refaire la même chose. Voilà. Mais je pense que même il y aura forcément des erreurs mais il vaut mieux le faire et faire des erreurs et apprendre du coup sur comment on s'entraîne etc que de pas le faire du tout et de jamais se poser la question et de suivre les entraînements recommandés par la montre qui dit entraînement du jour ça. Je pense que toutes les erreurs, entre guillemets, qu'on peut faire là-dedans sont quand même plutôt bonnes à prendre Oui, c'est des apprentissages. sur des apprentissages. Ouais. Moi, je dis souvent aux nageurs que j'accompagne de noter le fameux RPE pour savoir si c'était dur physiquement ou pas à la sortie d'eau. Leur état, quand ils sortent de l'eau, comment ils sentent, c'est les 2-3 premiers pas. Et de répondre à la question, est-ce qu'ils seraient physiquement capables de refaire la séance? Si c'est oui, pour moi, c'est en dessous de 5. Si c'est non, c'est au-dessus de 5. Et après, ils ajustent comme ça. Mais évidemment, quand je trouve que dans l'eau, c'est difficile de se dire, c'est très dur, je mets 7 sur 10, ou c'est très facile, je mets 2-3. Donc, à mes nageurs, je conseille de le faire dehors. Quoi. C'est lié un peu au sport technique, mais c'est vrai qu'il y a un peu c'est pas une charge mentale, mais des fois, je me rends compte que même au-delà de l'aspect physique, que je nage toujours mieux les 10 premières minutes quand je vais dans l'eau et même si à la fin de la séance, je me dis, enfin, en termes de, je sais pas, de mes épaules, mes bras, je me sens pas du tout affecté. Mentalement, j'arrive pas à me remettre dans l'état où j'avais la glisse du début, quoi. Et donc, je pense qu'il y a, enfin voilà, ça c'est un peu, je sais pas si c'est la natation ou tous les sports techniques, mais il y a un peu ce côté-là aussi où une charge nerveuse de se mettre dans l'état où tu nages bien parce qu'il faut se concentrer en fait Bah oui, c'est ça. sur le mouvement, quoi. Moi, par exemple, c'est quand je cours. Quand je cours, le premier quart d'heure, je cours trop bien, je suis bien gagné, je pense à bien respirer. Au bout d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, je ressemble plus à rien, je m'affaisse, je suis plus concentré. Donc, c'est le côté où tu es débutante en phase d'apprentissage, donc il faut que tu dépenses beaucoup d'énergie mentale pour bien faire.
qu'au bout d'un moment, c'est automatique et j'y pense plus, quoi. Mais ouais, c'est ça. Mais en soi, c'est ok, mais il faut juste en être conscient et pas se dire ah bah, entre guillemets, je suis nul, au bout d'une demi-heure, je fais n'importe quoi. Ça fait partie aussi de l'apprentissage et c'est des choses aussi à conscientiser et peut-être à écrire du coup dans ses notes. Ah bah, au bout de la 35e minute, j'ai senti que en fait, je me suis affaissé et que je devenais. Et peut-être que dans 6 mois, on notera qu'en fait, c'est au bout de la 55e minute. Et du coup, bah, ça permet de marquer une progression qui n'est pas une histoire d'allure, etc., mais en fait qui est peut-être la plus importante. Donc, Là, je reprends l'entraînement de natation après. Ça fait 10 ans que je ne m'étais pas entraîné. Donc, je reprends et bah, c'est tout à fait ça. Les premières séances, c'est au bout de 300-400 mètres que j'avais plus envie d'être dans l'eau et que j'avais mal. Et puis, au fil du temps, j'arrive à faire des séances qui ne sont pas encore à mon niveau d'avant, mais qui vont se rapprocher petit à petit et c'est important. Quelle importance tu donnes au combo dans un carnet d'entraînement technique, métrique et émotion? Je ne sais pas si c'est très clair comme question. ici, ouais, bah, je pense que tout dépend après un petit peu du niveau dans le. Enfin, typiquement, moi, par exemple, en natation, si je le fais pour le coup, je le fais pas très consciencieusement, mais je pense qu'il faudrait que je mette autant le technique que l'émotion, mais vu mon niveau, je pense que ça serait plutôt technique et émotion, la métrique de l'allure que je fais, etc. Je ne pense pas qu'elle soit hyper pertinente, enfin en tout cas là où j'en suis. Par contre, typiquement en course à pied, aujourd'hui, surtout que je sais mon niveau que j'ai eu, etc. En fait, métrique, faut pas que je regarde parce que je vais juste me décourager de mon ancienne époque. Technique, bah en fait, j'essaie de toujours surveiller, mais c'est un peu un niveau de base et donc en fait, je vais surtout surveiller les émotions. Donc ça va. Puis ça dépend aussi dans quelle démarche on est. Moi, typiquement, là, en course à pied, je suis dans une démarche de repouvoir courir depuis être blessé. C'est pas du tout la même. Du coup, il y a beaucoup de choses sur les sensations, comment j'ai senti, comment j'ai senti, je me suis blessé au genou, donc comment j'ai senti mon genou, etc. Alors que si j'étais dans une démarche de refaire un 10 bornes avec tel objectif de course, bah forcément, je me concentrerai plus sur peut-être un peu plus la technique, les métriques. Donc, je pense que ça dépend vraiment du sport, de l'objectif. Voilà. Mais en tout cas, quand on débute, je pense que le plus important, c'est tout sauf les métriques, on va dire, parce que ça peut vite être décourageant, surtout avec des Strava où ouais, putain, telle personne, il fait son footing de récup en 4-10 au kill. Si ton fil Strava, c'est ça toute la journée, bah en fait, quand toi tu vas regarder ton allure, ça peut être très décourageant et tu raccroches les baskets très vite. Alors qu'en fait, les personnes, elles sont passées par les mêmes footings que toi en 6-30 ou plus au kill. Juste que c'était il y a 5 ans et que toi tu commences et qu'elles, elles ont 5 ans. Enfin, et on l'oublie un petit peu aussi à chaque fois. C'est un peu pareil partout. Ouais. On voit l'état le jour J de la personne, mais en fait, on oublie des 5 ans ou des 10 ans d'avant dans l'ombre, entre guillemets. Donc c'est un peu le problème, entre guillemets, c'est pareil pour tout, quoi. Sur LinkedIn, on voit ah ouais, la personne du jour au lendemain qui fait l'entreprise qui fonctionne, mais en fait, ça se trouve, ça fait 10 ans qu'elle galère, où tu vois voilà, des entrepreneurs pendant 10 ans, ils ont eu leur entreprise qui a été quasiment sans croissance ou à peine, et puis d'un coup, ça explose, et les gens ils disent, ah ouais, vraiment le succès du jour au lendemain, bah en fait, non, ça arrive. Alors maintenant, avec l'IA, oui, on voit des courbes de 1 milliard de chiffre d'affaires en 8 mois, mais bon, ça, c'est des exceptions. La norme, c'est qu'en fait, la plupart du temps, il y a beaucoup de choses qu'on voit pas. Et c'est aussi ça qu'il faut se dire quand on voit quand on voit quelque chose sur ouais, un Strava ou autre, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, il a fait un footing en telle allure, mais ça fait combien de temps qu'il s'entraîne? En fait, il te dit que c'est de la récup, mais est-ce que vraiment c'était de la récup? Aujourd'hui, avec les chaussures, est-ce qu'il a couru son footing de récup avec ses chaussures carbone de course? Parce que maintenant, c'est vrai que ça, c'est un vrai impact technique. Ouais, il y a tout ça. Donc, je pense qu'il faut pas trop, quand on commence, même de manière générale, pas trop regarder les autres et se concentrer sur sa progression à soi, quoi. Oui, c'est sûr. Faut pas oublier que ce qu'on voit sur Strava, Instagram ou tout réseau
réseau social, c'est une photographie de l'instant T de ce que la personne a bien voulu montrer. Donc on n'a pas tout ce qu'elle a fait avant et on voit à travers ses yeux à elle et son filtre à elle. On va commencer tranquillement la dernière partie où on va vraiment rentrer dans le concret. Comment toi tu utilises un carnet d'entraînement? Est-ce que tu l'utilises avant une séance? Et si oui, qu'est-ce que tu marques dans son carnet d'entraînement avant la séance? Alors non, c'est vrai que moi j'ai jamais trop fait avant, donc enfin, je le fais un peu dans ma tête parfois, voilà comment forcément est-ce que j'ai envie de m'entraîner, etc. Mais je note rien avant, ce qui potentiellement je devrais le faire, hein, mais je le fais pas. Par contre, je note toujours après. Alors la plupart du temps, enfin je note au moins sensation, perception de l'effort. Et après, commentaire, ça va être selon l'humeur du jour, ou des fois je dis tel truc j'aimerais bien améliorer ou autre. Euh, ouais, donc c'est assez basique, je pense que tout le monde fait. Et puis du coup, quand les périodes où j'ai eu un entraîneur, bah forcément je me forçais un petit peu à noter plus, parce que forcément si le coach a plus d'infos, il pourra ajuster le programme, quand on s'enverra des messages, il sera plus pertinent. Que là, en ce moment, par exemple, bah, je fais des petits trucs un peu tout seul. Bah, je sais pas si c'est un bon réflexe, mais forcément, je note un peu moins parce que je sais que personne va venir dire, OK, t'as noté ça, donc on va ajuster le programme comme ci ou comme ça, quoi. J'espère que tous les nageurs que j'accompagne vont t'entendre. Des fois, souvent, je dois poser d'autres questions pour essayer de gratter un peu, pour essayer de chercher. Moi, Et j'aime bien après noter aussi avant. le côté simplicité, c'est aussi pour ça Oui, qu'on bien sûr. est vélo, c'est nous, à l'époque, c'est quand même une habitude et un réflexe à prendre. Et on le faisait pas trop parce que c'était sur le fichier Excel, il fallait l'ouvrir l'ordi, etc. Et nous, on essaye du coup que l'athlète, entre guillemets, il ait moins d'excuses possibles. C'est-à-dire, bah, tu as une petite notif, tu peux le faire en 2 clics depuis ton téléphone. Donc, si tu le fais pas, entre guillemets, c'est que voilà, t'as pas Pas eu l'excuse de, envie, ouais. ah, il fallait ouvrir le fichier Excel, c'était compliqué, machin. Et donc, on essaye qu'ils puissent se trouver le moins d'excuses possible. Et après, enfin, moi, le premier, des fois, ça m'arrive, je le fais pas, hein. Mais quand je le fais pas, je me dis, ah, bah, c'est vraiment, j'ai pas pris le temps. Enfin, des fois, on rush tout dans sa journée. Je me dis, putain, j'ai quand même pas pris le temps de me poser 5 secondes et d'avoir noté 2 trucs. Effectivement, ça prend pas de temps. C'est une habitude à prendre ou se forcer à se dire, j'ouvre l'appli et je le fais, quoi. Et je pense que c'est d'autant plus important aussi, enfin, tous les athlètes qui ont un coach ou qui payent un coach. Je sais qu'il y a des athlètes qui payent un coach, j'en sais rien, en course à pied, des centaines d'euros par mois ou autre. Ils notent rien. Et c'est objectif, enfin, c'est contre-productif. Pourquoi tu prends un entraîneur si tu notes le coach, il est à l'aveugle complet, quoi. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une habitude à prendre, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, quoi. Moi, avant la séance, j'aime bien noter l'intention, l'objectif de la séance. J'aime bien, je pense que c'est important sur le plot ou sur la ligne de départ, de se dire pourquoi je vais faire ce que je vais faire. Je trouve que ça permet de mettre en condition à l'avance et puis d'optimiser du coup l'heure de pratique. Euh, Est-ce que tu utilises un carnet d'entraînement dans toutes les disciplines? C'est vrai que bah, typiquement, je l'utilise sous différentes formes. Bah, tout ce qui est sport, bah, moi j'utilise forcément Nolio, où je note un peu tout ce que j'ai fait. Mais typiquement, alors je le fais plus trop en ce moment, mais j'ai eu une période où j'essayais de faire un peu plus de l'apnée, pas en attend, enfin pas en nage, vraiment dans son salon, allongé, essayer de faire des exercices de respiration, etc. Et là, typiquement, je l'ai fait pendant une période, j'ai repris un carnet d'entraînement papier. Et j'écrivais, et j'avais le plaisir aussi, bah, ça c'est du coup, j'avais cette sensation de t'écris, tu traces ton trait, tu mets la date, etc. Et c'est vrai que ça aussi, quand je rouvre le carnet et je tombe sur des trucs comme ça, écrits à la main, c'est vrai qu'il y a aussi ce petit plaisir d'avoir vu, enfin, et de voir l'enchaînement. Da- donc, euh, donc ouais, et après, non, enfin, après, il n'y a pas vraiment d'autres disciplines, mais des fois, il y a aussi des entraînements, j'en sais rien, où je vais marcher ou autre, bah oui, effectivement, là, c'est un peu du sport santé. Enfin, oui, je vais pas noter quand je vais marcher avec mes chiens que ah, c'était super, j'ai vu un champignon à tel endroit, etc. Enfin, forcément, voilà, il y a un peu une limite, mais j'essaye de le faire dès que j'ai une démarche de progression, j'essaye de le faire. Ouais, je pense que c'est important justement quand
notre objectif, c'est de progresser, de s'améliorer, pouvoir quantifier ce progrès, c'est important. Et je trouve que le cardinage, c'est la meilleure façon de faire. Et je trouve que la meilleure discipline pour avoir un carnet d'entraînement, c'est le renforcement musculaire. Parce que c'est quelque chose qui est très dur. Alors déjà, pour moi, à prendre du plaisir quand je fais du renforcement musculaire. Et que du coup, j'ai d'autant plus besoin de quantifier ces différents progrès. Quel est ton avis là-dessus? Ouais, bah, j'aimerais bien, mais j'avoue que j'ai pas le. C'est vrai qu'il y a, comme tu dis, le renforcement musculaire et tout, c'est assez pénible à faire. Donc c'est vrai que déjà quand je fais ma séance, je me dis c'est bon, j'ai fait mon travail déjà. Et donc je note, je le fais, mais je note juste de manière un petit peu globale mes sensations et autres. Mais j'avoue que je prends pas vraiment le temps de le faire un peu en détail. Mais je pense qu'il faudrait que je le fasse un peu plus. Mais c'est vrai que c'est plus dur aussi. Là, typiquement, je fais beaucoup d'exercices de renforcement, un peu liés au kiné, etc. Des fois, je me dis, je sais pas trop quoi dire, quoi. C'était pas dur, c'était pas facile. Il y avait eu tel exercice où oui, bah, c'est un peu pénible de faire tel truc. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu dur de jauger parce qu'en fait, tu fais un peu de tout. Tu fais un exercice avec le ballon, tu fais un exercice avec des tractions. Euh, des fois, c'est un peu brouillon dans ma tête. Ça fait un peu de tout et donc de dire, ok, bah, sensation globale de la séance, c'est bien parce que je suis content de l'avoir fait. Ouais, donc il y a un peu, c'est pas aussi facile que quand tu fais quelque chose d'un peu plus, enfin, un peu, je pense que c'est très différent pour chaque personne. Mais déjà, typiquement, moi là, j'utilise Nolio, du coup, pas pour le côté carnet d'entraînement, mais pour le côté, nous, on a créé un player là pour la prépa physique où du coup, le coach, il peut te mettre, tu te fais tes 10 fois 30 secondes de la chaise, des exercices avec le ballon, puis des tractions, etc. Et on a intégré un player pour que ça bip tout seul toutes les 30 secondes, Trop bien. etc. Ça déroule la séance. Et typiquement, j'ai fait une séance, je sais plus quand c'était, mardi ou mercredi. Je m'étais dit, bon, je fais 2 circuits sur les 4 parce que j'ai la flemme. Et quand j'étais dans la séance avec du coup le Nolio et je voyais les circuits et il bipait tout seul et j'ai pas eu le courage de dire ah j'abandonne quoi. On devrait presque faire un bouton j'abandonne. Es-tu sûr de vouloir vraiment abandonner? Bon, on n'a pas été aussi voilà tu peux juste faire quitter mais j'ai cliqué sur le quitter. Je fais ah non maintenant que je suis dedans et je pense que j'aurais fait que 2 circuits si j'avais pas eu l'appli ou qui me montrait par A plus B que j'abandonnais au milieu de la séance. Euh, voilà, donc pour le coup, enfin, je pense que c'est pareil pour des fois dans d'autres applis, mais ça peut être le côté positif pour le coup de la technologie. Après, ça c'est plus de manière générale, mais je pense que j'encourage aussi tout le monde à prendre un coach parce qu'il y a aussi ce côté compte à rendre auprès d'un coach. Et je sais qu'il y a eu des périodes où quand je m'entraînais, même si, admettons, par exemple, une IA avait fait un plan d'entraînement aussi bien que le coach, ce qui potentiellement est possible. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à des niveaux d'IA techniques qui sont assez fous. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a le coach, il aura une valeur toujours énorme parce que, bon, heureusement, il n'y a pas que ça, mais il y a le côté compte à rendre. Ouais. À l'IA, je ne suis pas allé courir parce il neige chez moi et que j'ai froid. J'ai pas vraiment de compte à rendre. Elle va dire, ah oui, c'est pas grave, je te remets une séance demain, C'est bien etc. fait. Voilà. Alors que le coach, il va dire, bah alors, pourquoi t'es pas allé courir? C'est dur, enfin, je peux dire, ah désolé, il y avait de la neige, du coup, je suis resté chez moi au chaud. Enfin, il y a un peu ce côté aussi, ouais, compte à rendre où le coach il m'a mis ça, bah j'y vais quoi. Et s'il n'y a pas que ça pour le coach te permet de progresser, c'est une relation humaine qui se crée, il y a 1000 avantages à avoir un coach. Mais il y a aussi ce côté, ouais, compte à rendre et s'entraîner et pas. Parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à, je sais pas, ouais, il neige, il pleut, il fait froid. À part les gens vraiment très très motivés, est-ce que tu te dis il y a aucun doute, j'y vais, trop envie. Bon, forcément, il y a des fluctuations et d'avoir aussi ce côté, alors qui n'est pas lié forcément à un carrière d'entraînement, mais d'avoir un entraîneur, je pense que c'est vraiment motivant pour le coup et ça permet de pas s'échapper entre guillemets. Et nous, on le voit, il y a plein de coachs, ils prennent des coachs pour s'entraîner parce qu'ils ont tout à fait les compétences de se faire leur propre plan d'entraînement, mais ils savent très bien, enfin, au-delà de l'apport technique, etc., que c'est plus facile de suivre un plan d'entraînement si, entre guillemets, c'est pas soi-même qui l'a fait, parce que du coup,
c'est aussi, entre guillemets, moi, quand je prends un entraîneur qui me fait un plan, si je fais pas sa séance le soir, je trouve que c'est un peu un manque de respect. Si j'ai pas un vrai argument, le coach il me dit pourquoi tu l'as pas fait et je lui dis bah j'ai pas envie. Bah, je trouve que Ouais, c'est un manque de respect envers mon coach qui, lui, qui a passé du temps, ouais. même si je l'ai payé pour faire le plan d'entraînement, il a passé du temps à me faire mon plan d'entraînement. Je dis pas que je fais toutes les séances, bien sûr, des fois on peut pas, on est malade, on est contrainte. Mais si objectivement ma raison c'est je voulais rester devant Netflix au chaud chez moi, quand dire ça au coach, c'est quand même, je trouve que c'est un manque de respect. Je me mets à la place du coach, je me dis putain quel couillon. Donc voilà, bref, c'est une grosse digression aussi, mais Bah j'encourage non, mais c'est top. à prendre un Mais c'est sûr que avoir un coach, tu as des leviers d'engagement qui sont bien plus forts et que t'as pas quand tu lis un livre, quand tu regardes sur ChatGPT. Et il y a pas longtemps, j'ai fait le test de dire à ChatGPT, fais-moi une séance à la Swim Smart pour voir. Il y avait mon ego qui avait besoin de savoir. Et du coup, ChatGPT me connaît. Donc je me dis, ça y est, c'est bon, je pèse dans le game, c'est maintenant qu'elle me connaît. Et, euh, et elles sont plutôt pas mal leurs séances. Ah ouais, Mais non, t'es et puis pas autant engagé, quoi. ça va être de mieux en mieux. Et, euh, et je pense dire que l'IA peut pas remplacer un coach sur le côté plan d'entraînement, bah, potentiellement c'est faux. Par contre, en fait, la plus-value du coach sur plein d'aspects, c'est pas que le plan d'entraînement, c'est la relation humaine, c'est le côté bah, conseil, le côté enfin, prendre en compte le niveau de l'athlète, adapter, lui faire des recommandations la veille de la course, débriefer une séance, une course ensemble. Enfin, donc l'IA, pour nous, notre vision là-dessus, c'est vraiment que l'IA, on va en mettre dans nos lieux à terme pour assister le coach, pour l'aider, lui faire des suggestions, etc. Et que ça soit, voilà, mais qui se concentre sur le côté relation, interaction avec le sportif. Et je pense dire que les coachs, enfin, vont être remplacés par l'IA, en fait, c'est oublier le côté qui a même plus il y aura d'IA, plus les coachs, pour moi, vont prendre de la valeur. Parce que du coup, les gens vont être saoulés, entre guillemets, de ChatGPT. Il te fait ton programme, c'est cool, mais en fait, quand je pense à si je m'entraîne pendant 2 semaines avec ChatGPT et 2 semaines avec un coach, en fait, avec le recul, après, tu te dis, ah ouais, en fait, c'était des super bons moments en fait, que j'ai échangé avec mon coach, même si c'est que à distance. On a débriefé là-dessus, et puis en fait, après, on a digressé, on a parlé j'en sais rien, d'un sujet qui n'a rien à voir, même potentiellement avec le sport. Et ouais, donc je pense que c'est même potentiellement l'IA va amener peut-être des clients au coach pour moi parce que du coup il y a des gens qui s'entraînaient un peu tout seuls dans leur coin, ils vont prendre goût à avoir quelqu'un qui les aide et les accompagne avec par exemple un chat GPT et le jour où ils s'inscriront à quelque chose de peut-être ou alors au bout d'un moment ils se diront bah en fait j'ai envie de passer un cap où je veux vraiment avoir un vrai humain quoi. Bah là ils prendront un coach quoi. Donc Il y a de fortes chances. Et, maintenant, grâce à SwimSmart, j'ai vu pas mal d'outils, donc Nolio, EducaSwim, Team HRV, Carotte. Et le point commun entre tous ces outils, c'est qu'ils sont bons quand ils font gagner du temps pour qu'on puisse se concentrer sur ce qu'on aime faire. ah bah exactement, hein, nous si, enfin, si, tu vois, s'il y a qu'une description de Nolio, c'est ça, hein, nous c'est au-delà de tous les outils qu'on met, etc. Des fois, quand on était au tout début de Nolio, les gens nous disaient ah, c'est quoi votre innovation de rupture, machin. Et souvent, nous, on était un peu gênés dans le sens où nous, on veut pas faire il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qu'on fait. Juste, on veut faire un outil qui fonctionne super bien et qui fait gagner du temps au coach et qui puisse se concentrer sur ce qu'il aime faire, c'est-à-dire bah, passer du temps avec ses sportifs ou sur le côté intéressant avec ses sportifs. Et il n'y a pas besoin de dire ah ouais, nous, on fait une révolution sur le calcul de je sais pas trop quel score, machin. Euh, Bah, comme tu dis, quoi, la base, c'est de faire un bon outil, gagner du temps. Et après, oui, tu peux rajouter des fonctions. Le coach, il dit c'est cool, tu m'as permis d'avoir telle stat en plus. Mais ouais, il y a un peu ce pilier fondamental, quoi. Et je pense que des fois, il y a pareil sur des applis, nous, on a eu des concurrents hautes qui l'oublient en fait et qui se vendent comme révolutionnaires de machin. Mais en fait, les coachs aujourd'hui, je pense que ce qu'ils cherchent, c'est pas un truc révolutionnaire, c'est un truc qui leur fait gagner du temps et qui va les accompagner bien sûr dans leur métier. Mais personne s'attend à ce qu'il y ait une plateforme qui dise, enfin, qui révolutionne le secteur. Je pense pas que ça soit possible. Je sais même pas si c'est souhaitable. Donc ouais, je pense que
C'est bien résumé. Et si un jour ou demain tu utilises Nolio et tu dis c'est un outil qui m'a fait gagner du temps, nous ça. On a des coachs parfois en démo qui nous disent montre-moi toutes les fonctionnalités, etc. Je veux voir tout ce qui est possible. Et on leur montre bien sûr, mais souvent on leur dit la première question à se poser c'est comment tu veux travailler et qu'est-ce que tu veux utiliser sur Nolio. Enfin, qu'est-ce que tu utilises au quotidien, j'en sais rien, sur ton fichier Excel ou sur une autre plateforme. Et comment tu vas gagner du temps sur Nolio. Et les coachs ils me disent ah ouais, qu'est-ce que c'est, j'en sais rien, telle fonction HRV. C'est une fonction qui est là. Si tu en as besoin, elle est dispo. Mais c'est pas parce qu'elle est là qu'il faut que tu te forces à l'utiliser, quoi. Et je pense que c'est ça aussi. Enfin, nous, souvent on dit aux coachs, il faut que la plateforme s'adapte à leur manière de travailler et pas l'inverse. Parce qu'il y a des plateformes où elles sont pensées d'une certaine manière par des coachs, mais du coup, ça te met dans un carcan de il faut travailler comme ça en tant que coach. Ce qui est bien si tu as la même philosophie que la plateforme, mais si tu n'as pas la même philosophie que la plateforme, bah, ça te met un peu dans un. Enfin, nous, je pense que c'est un peu le cas aux États-Unis. Training Peaks, c'est le leader un peu mondial, gros concurrent de Nolio, enfin le numéro un dans le monde. Et ça fonctionne très bien, mais Training Peaks te met un peu dans un moule où il faut travailler selon cette méthode d'entraînement-là. Et si de base tu n'adhères pas à cette méthode, bah, je trouve ça un peu dommage de dire je me suis mis à cette méthode d'entraînement parce que c'est la plateforme qui me l'a mis en place et je ne me suis pas posé la question de moi en tant que coach, qu'est-ce que je veux mettre en place avec mes sportifs, quelle méthode d'entraînement, pourquoi. Peut-être que la conclusion c'est la méthode Kogan de Training Peaks et donc c'est très, très bien, mais je pense qu'il y en a plein qui ne se posent pas la question et qui vont dans le moule et utilisent cette méthode-là sans trop se poser de questions, quoi. Oui, puis en plus, du coup, ça fait que tu peux pas changer d'avis parce que c'est aussi important de changer de méthode en fonction. Moi, typiquement, j'utilisais Nolio. J'avais pris l'abonnement payant quand je suivais des nageurs qui avaient Nolio. Maintenant que je suis des nageurs qui n'ont pas Nolio, ben, j'ai adapté ma façon de faire parce qu'elle était plus adaptée et que voilà. Mais je suis persuadé que Nolio est un très bon outil. Sinon, je t'aurais pas invité. Et que donc je voulais à ma façon te souhaiter un joyeux anniversaire. Où est-ce qu'on peut suivre Nolio en dehors de prendre l'application évidemment? Ouais, bah merci déjà. Pour suivre Nolo, bah après un peu classique sur les réseaux sociaux, Instagram notamment. Après voilà, moi je suis un peu actif sur LinkedIn. Je me force à l'être pour voilà, donner un petit peu les nouveautés, ce qu'on fait, etc. Et puis sinon tout simplement, si vous créez un compte sur Nolio, on envoie des mails. C'est plutôt rare, hein, on envoie des mails, j'en sais rien, une fois par mois ou deux fois par mois avec les nouveautés, ce qu'on a sorti. Voilà, on n'envoie pas de mails par jour sur les promotions de je sais pas. Enfin voilà, c'est pas trop. Enfin, en tant que client, on n'aime pas recevoir des mails tous les jours de la promo de tel truc, donc on essaye de pas spammer nos utilisateurs, mais dans tous les cas, bien sûr, c'est possible de se désinscrire, etc. Hein, mais oui, voilà, soit par mail, soit sur Instagram, soit sur LinkedIn. Et puis sinon, s'il y a des entraîneurs qui veulent en savoir plus sur ce qu'on fait, nous on fait des démos voilà, avec plaisir individuel avec les coachs. Donc pour leur montrer s'ils sont curieux de comment ça marche. Parce que souvent, enfin, il y en a des coachs qui prennent en main Nolio tout seul, mais c'est vrai qu'il y a des coachs qui nous disent bah, moi je travaille comme ça, comment je pourrais le faire sur Nolio? Est-ce que telle fonction très précise est dispo, etc. Et donc, nous, enfin, voilà, on propose des vidéos pour répondre à chaque question des coachs. Il y a des coachs, parfois, on leur dit, ta manière de t'entraîner est tellement spécifique qu'objectivement, tu peux tester Nolio, mais je suis pas sûr que ça fonctionne, et ça se trouve, tu vas pas gagner tant de temps. Et c'est possible, quoi. La plupart du temps, bah, les coachs vont gagner du temps, voilà, en tout cas dans l'endurance, etc., ou maintenant dans la prépa physique. Mais ça arrive, ouais, on a des coachs qui ont tellement un truc rodé sur une sorte des macros Excel ou autre. Bah, en fait, parfois, on va leur dire, bah, essaye Nolio, mais je suis pas sûr que tu vas gagner du temps, quoi. Donc, et c'est ok, on n'a pas la. Enfin, et nous, des fois, ça nous donne des idées pour dire, ah ouais, on n'a pas ça, donc en fait, on pourrait le rajouter pour que les autres gagnent du temps et que toi, du coup, potentiellement, ça y est, ça fait que c'est pertinent pour toi de basculer. Euh, Enfin voilà, on essaie toujours de se remettre en question, de dire ok, si notre outil est pas mieux que le fichier Excel du coach, c'est qu'on fait peut-être pas bien des choses et il faut qu'on rajoute telle ou telle fonction.
Voilà, plutôt que d'avoir la position de dire ah bah le coach travaille n'importe comment, il a rien compris. Enfin voilà, nous notre démarche ça a toujours été d'essayer de comprendre et de rajouter des choses petit à petit. Vraiment là, je ne sais rien le nombre, peut-être la moitié des fonctions sur Nolio, c'est des fonctions qu'on a rajoutées suite à des retours d'échanges avec des coachs ou des sportifs quoi, qui nous ont dit ah, il faudrait ça. Puis après, quand tu as un autre coach qui dit ça, un troisième qui dit ça, le quatrième, tu lui dis et si on rajoute ça, t'en penses quoi? Et il dit ah ouais, vraiment, ça serait super. Tu fais ok, bah, on va le rajouter. Enfin bref, ouais, on essaye de vraiment matcher le besoin concret des entraîneurs. Mais c'est vrai qu'en natation, enfin, c'est assez particulier, c'est très technique comme sport. Il y a moins de données dans les montres, même s'il y en a un petit peu. Donc c'est vrai que c'est pas là où on a plus d'entraîneurs aujourd'hui, mais on commence à en avoir. On a des retours de clubs ou d'entraîneurs qui l'utilisent et qui en sont contents. Mais c'est vrai que pour un entraîneur qui, par exemple, j'en sais rien, fait des séances en présentiel tous les jours et il voit ses nageurs tous les jours, c'est vrai que c'est moins évident que Nolio peut être pertinent. Mais bon, des fois, ils nous disent, il n'empêche que j'ai pas de suivi, je sais pas le nageur il avait fait 6 mois en arrière. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais un des gros avantages du carnet d'entraînement aussi, c'est l'historique sur des années, quoi. Quand tu Ouais. peux voir mes séances, à chaque fois, je suis nostalgique, mais je vois mon programme, je m'entraînais 15 heures par semaine quand je faisais la prépa triathlon là, en 2020, et tu revois toutes mes séances que j'avais notées et tout. Des fois, je regarde, bon, ça me fait un peu mal parce que je m'entraîne plus trop, mais c'est trop bien, quoi, de se dire, ah ouais, j'avais tel niveau, je faisais telle allure et tout. Et c'est hyper. Puis peut-être que j'en sais rien, ça sera d'autant plus marrant de voir ça dans 10 ans ou dans 20 ans, quoi. Ah, il y a des chances. Une dernière question, parce que le temps file. Tu as parlé que ça arrivait à Nolio de participer à des salons. Est-ce que vous avez un salon prochainement prévu où on pourrait vous rencontrer en vrai? Ouais, alors bah du coup, ça sera trop tard, entre guillemets, quand tu sortiras l'épisode, mais ce week-end, il y a un salon enfin, un trail summit, ça s'appelle, voilà, autour d'Aix-les-Bains. Euh, mais donc on y sera ce week-end, mais bon, ça sera Ça trop sera pas tard. ça, Et évidemment. sinon, on n'en a pas d'autres de prévus. Ça nous est arrivé plusieurs années d'aller au salon sur les Templiers, donc qui est en octobre. On n'y était pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Non, sinon on fait pas énormément d'événements en présentiel. Euh, on essaye quand il y a des opportunités. Peut-être le printemps prochain aussi, il y a un gros salon lié au marathon de Paris qu'on a déjà fait voilà, une ou deux fois. Donc on n'a rien de précis pour le moment, ça arrive, mais en tout cas, c'est vrai que c'est toujours aussi un plaisir de voir les gens qui. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de. Du coup, c'est marrant, quand au début de Nolio, bah, les gens connaissaient pas, etc. Maintenant, il y a une partie d'utilisateurs, ils viennent nous voir et nous disent ah tel truc je comprends pas ou tel sur tel, mais du coup ça fait aussi des retours de bugs ou quoi qu'on n'aurait pas eu parce que la personne ne va pas prendre le temps par mail de le faire, mais en fait elle passe devant ton stand et elle te dit ah oui au fait regardez quand je fais tel truc l'appli elle crash ou j'en sais rien, et puis ouais c'est toujours plaisant de voir nous on est pas dire dans notre grotte, mais voilà c'est du digital, la plupart des coachs tout ce qu'on fait est beaucoup en visio, etc. Donc c'est vrai que quand on peut faire du présentiel et rencontrer des gens, c'est vrai qu'on le fait parce que c'est quand même bah, assez motivant voilà. Mais c'est vrai qu'on le fait pas si souvent que ça. Top. Bah, moi, c'est mon objectif 2026 d'être invité à des événements en présentiel en tant que podcasteur. Donc, euh, donc voilà. Donc, pour toutes ces raisons, pour ben, voir en vrai les chiffres qu'on voit sur nos écrans, quoi. Ouais, ouais. Puis je pense qu'en termes bah, d'humain aussi, tout simplement, hein, de rencontrer des nouvelles personnes, qu'elles utilisent ou pas. Enfin, des fois, on nous rencontre voilà, des gens à des salons qui utilisent nos lieux ou pas. Enfin, c'est pas forcément le sujet aussi, quoi. On va parler de telle ou telle méthode d'entraînement enfin, donc ouais. Puis je pense que dans le podcast aussi, c'est intéressant. Enfin, je veux dire, c'est un petit milieu, mais peut-être de moins en moins. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de podcasts sur tout. Ça doit pas être facile de tirer son épingle du jeu. Je sais pas s'il y a d'autres podcasts en français sur la natation. J'avoue que j'ai pas trop regardé. Sur la natation, la dernière fois que j'ai regardé, on était 33.
Ah oui, quand même. 33 podcasts sur la natation. Après, j'ai la chance, certains parlent de natation, mais sont catégorie sport outdoor, ça dépend ça. Mais tu en as des très bons, tu as Devenir triathlète qui parle plus de triathlon, La Pointe qui parle de water polo, qui est un podcast que j'aime beaucoup. Oui, oui, on y va. Mais ce qui est bien, c'est que chacun, on a notre spécificité et puis notre cible, nos appétences, un peu comme vous qui avez lancé votre podcast, mais dédié à entraîneur. Ouais, bah, de toute façon, les podcasts, entre guillemets, l'avantage, c'est qu'il y a pas. Enfin, alors, forcément, le temps d'écoute des gens est limité, mais il n'y a pas vraiment de concurrence. Des fois, j'écoute telle ou telle émission parce que souvent, c'est à l'envie. Ah oui, il y a tel invité, ou il y a telle personne, ou l'animateur, c'est avec lui, il est provocateur, donc j'aime bien, j'ai envie d'écouter un truc un peu provocateur. Enfin, ouais, il n'y a pas vraiment de. Enfin, il y a de la concurrence, mais c'est de la bonne. C'est plus de la diversité de contenu qui est toujours, qui est toujours intéressante. Ouais. C'est ça. Je te remercie Alexandre pour ce temps, cet échange passionnant. Ah, merci à toi pour Et l'invitation. puis, on se retrouve très vite. Joyeux anniversaire à toi, à François, qui n'a pas pu être là, mais peut-être une prochaine fois. Et Ouais, puis à Nolio. ouais, Et- François qui est encore plus piètre nageur que moi. Il a même appris à faire du crawl pour le les- triathlon, donc s'il partait donc d'autant plus loin. Et ben peut-être que c'est de ça dont on va parler avec François, c'est comment on se lance dans un triathlon sans savoir nager le crawl. Et Donc, il c'est très s'en bien. est très bien sorti. Donc, comme quoi, ouais, bon, il y a de l'aide de la combinaison. Je pense que, comme pour moi, c'est Ah, rassurant. c'est Mais... Moi, je lance dans mon premier swimrun et savoir que je vais avoir combinaison, pull boy, plaquette, ça fait que la natation, ça devrait le faire. Ça devrait ça facilite un peu. Ouais, ouais, je pense que c'est rassurant aussi quand on nage pas très bien, même de. Bah, on peut pas trop couler, quoi, tout simplement. Donc, Bah ouais, donc c'est une aide et toute aide est bonne à prendre. Donc voilà. Je te remercie encore une fois et puis à très très vite. Salut merci. Alexandre. Salut.